Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette soirée spéciale avec les lauréats du prix BD Lecteur.com et Fondation Orange, organisée donc par Lecteur.com et le CNL. Nous avons la joie d'avoir deux lauréats, Maïté Laba pour le scénario et Alexis Vitrebert pour les dessins du merveilleux album qui s'appelle Le Château de Versailles, paru aux éditions La Boîte à Bulles. Pour les interviewer ce soir, nous retrouvons Karine Papillot, journaliste littéraire. Toujours la même configuration. Si vous voulez poser des questions, soit à Maïté, soit à Alexis, vous pouvez les écrire et je viendrai à la fin les poser. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci Nathalie. Mais Nathalie, tu as tout dit, tu as tout dévoilé. C'est le château de mon père, dont Maïté Labat et Alexis Vitrebert sont deux des co-auteurs, publiés aux éditions de La Boîte à Bulles en partenariat avec le château de Versailles. Donc le château de mon père, c'est le premier prix BD organisé et remis par lecteur.com sur un principe qui ressemble beaucoup au fonctionnement du prix Orange, puisqu'il y a eu un jury composé d'amateurs éclairés, de professionnels, de libraires, et ensuite c'est le grand public qui a choisi ce magnifique roman graphique, Le Château de mon père. Alors, je vois sur la couverture Maïté, Alexis, je vois qu'il y a aussi Jean-Baptiste Weber et Stéphane Lemardelet. Dans un premier temps, pour parler de Le Château de mon père, Versailles ressuscité, je voulais vous demander, et je ne vous vois pas, je tiens à le dire à Nathalie en passant, je vois Nathalie Couder écrit en gros, peut-être que c'est le cas pour tout le monde. Je voulais vous demander comment on écrit une telle œuvre à 16 mains, comment déjà vous êtes répartis les rôles avant qu'on entre dans le vif du sujet et dans le château. Maïté. J'avais jamais compté le nombre de mains, donc c'est vrai que 16 mains, c'est beaucoup. En fait, d'abord, ça se répartit assez naturellement entre deux co-auteurs, deux co-scénaristes, Jean-Baptiste Weber et moi, et Alexis qui a effectué la moitié du storyboard et toutes les planches définitives, et Stéphane Lemardelet qui est venu à notre secours pour le storyboard de la deuxième partie, à un moment donné où c'est un travail assez conséquent, hein, 160 planches pour un premier album. Et du coup, Stéphane est venu donner un coup de main à Alexis sur le storyboard de quand même toute la deuxième partie. Alors, on va peut-être parler un petit peu de vous deux. Les autres ne sont pas là, c'est tant pis pour eux. On va quand même dire que Jean-Baptiste Weber est effectivement votre co-scénariste et puis il est auteur de romans, de nouvelles, de scénaristes. Il est aussi professeur d'histoire géo, donc il a une caution scientifique forte comme la vôtre, Maïté, parce que vous êtes... je vais peut-être vous laisser vous présenter, si ce n'est que je peux simplement dire que vous êtes passé par le Louvre ça c'est joli, par Versailles pendant 8 ans et maintenant vous travaillez au Louvre. Donc l'art, les pierres, le patrimoine, c'est un peu votre grand sujet. Oui, alors c'est pas tout à fait un hasard parce que moi j'ai poursuivi des études d'histoire comme Jean-Baptiste. Après j'ai fait un petit passage dans le journalisme et un peu par hasard, je dois dire, je suis arrivée au château de Versailles sur des enjeux numériques, au tout début des enjeux numériques dans les musées. Et j'y suis arrivée pour 4 mois au château de Versailles et j'y suis restée 8 ans et demi. Donc c'est vous dire que ça m'a plu. Et maintenant, depuis 3 ans, je m'occupe des enjeux numériques et audiovisuels, en effet, au musée du Louvre. Alexis Vitrebert, vous êtes un peu, vous savez tout faire, vous êtes illustrateur, peintre, aquarelliste, graphiste. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes capable de faire des univers, de fabriquer des univers très, très différents les uns des autres. Merci. Oui, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais illustrateur, je suis toujours illustrateur, dessinateur de BD, graphiste, travaille dans la communication, dans la communication, pardon. Je fais des fresques, je fais des spectacles dessinés avec une conteuse, Monia Liori, entre autres. Qu'est-ce que je fais encore? Enfin, plein de choses. D'accord.
Oui, on J'aime a bien varier les plaisirs. Internet sur lequel on peut trouver vraiment le panel de toutes vos activités. Et c'est intéressant parce que le parti pris esthétique et graphique pour le château de mon père est très particulier. Et il ne sait pas, enfin, il ne va pas de soi quand on voit tout ce que vous faites, puisque vous faites des choses très, très différentes. Donc, on ne peut pas dire, ah bah tiens, ça, c'est du Vitrebert parce qu'il fait toujours la même chose. Vous voyez, c'est assez étonnant. Avant que vous nous expliquiez comment vous êtes entré dans cette matière-là, vous avez fait des choix assez forts, le choix de la gouache, le choix du noir et blanc exclusivement, et c'est-à-dire c'est extrêmement riche comme choix. Je voulais vous demander d'abord, tous les deux, est-ce que vous connaissiez comment s'est fait cette association, l'attelage de de ces quatre auteurs? Euh, Ah bah Tu alors veux là, répondre, Alexis? Alors moi, en fait, j'ai été contacté par Maïté qui à l'époque cherchait donc un dessinateur pour ce projet. Donc, parce qu'ils ont commencé à deux, après, enfin, tu raconteras après Maïté, mais ils ont commencé à deux avec Jean-Baptiste sur le scénario. Ils ont proposé ce projet à la boîte à bulles, qui était intéressé. Et, euh, et Maïté et Jean-Baptiste ont cherché un dessinateur de leur côté. Voilà. Donc ils étaient allés sur le festival d'Angoulême à l'époque. Et ils étaient tombés sur un stand, le stand des Crocs en Jambes, des éditions Crocs en Jambes, euh, et qui exposait un bouquin dans lequel j'apparaissais, un bouquin collectif qui s'appelle Sous-sol, sur les musiciens du métro de Paris. Et donc Maïté et Jean-Baptiste ont flashé a priori sur ces illustrations, et elle a demandé mon contact sur le stand, parce que moi je n'y étais pas à l'époque, et elle m'a contacté par la suite pour me proposer ce projet. Et quand je l'ai contacté, j'ai eu Alexis au téléphone et j'ai raccroché en disant il ne le fera pas. Parce que Alexis, notre première conversation téléphonique a été assez dure parce que Alexis est un garçon assez timide et j'ai raccroché en me disant il a l'air très désagréable ce dessinateur. Je suis pas sûre qu'il le fasse et finalement l'envoi du synopsis l'a convaincu. Donc moi ça a été vraiment une grande joie pour moi parce que la boîte à bulles nous avait proposé aussi d'autres très bons dessinateurs. Et moi, quand j'ai vu le trait d'Alexis et ce dessin du métro parisien, y a quelque chose qui m'a emporté. Et après, quand il a fait des essais, voilà, ça m'a convaincu définitivement. En fait, bon, bah, le château de mon père, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tomber sur les mémoires de Pierre de Nolac un peu par hasard à Versailles. Hein. J'y passais mes journées du lundi au vendredi. Et moi, dans mes études d'histoire, je me suis beaucoup plus passionnée pour le 19e et le 20e siècle. Et quand je suis arrivée à Versailles, bah, Marie-Antoinette et Louis XIV, ça ne me passionnait pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est bien de me dire aujourd'hui, mais en tout cas, je me suis très vite intéressée et aussi d'autres l'ont fait avant moi, hein, sur ce qui se passait à Versailles après les rois. Et de fil en aiguille, j'ai remonté la piste de Pierre de Nolac. Et quand j'ai lu ses mémoires, je me suis dit, c'est formidable, il faut en faire quelque chose. Et de là, j'ai proposé à Jean-Baptiste, que j'ai connu pendant mes études d'histoire, de me rejoindre en tant que co-scénariste. Et après, on a voilà, trouvé la boîte à bulles. Versailles, le château de Versailles aussi a été très soutenant et très partant pour être en partenariat éditorial. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'une institution telle qui fait confiance à des auteurs qui n'avaient encore jamais fait de bande dessinée, Alexis est loin d'être un artiste débutant, mais en tout cas, son premier album achevé. Hein, et ça a été aussi évidemment une chance et un grand soutien pour trouver un éditeur et puis partir dans cette aventure. alors justement, vous avez vous-même porté au départ toute seule le projet. Combien de temps Pierre de Nolac, parce qu'il s'agit de son histoire, combien de temps l'avez-vous porté quand vous avez découvert ses mémoires, est-ce que ça a été immédiat? Enfin, comment vous êtes-vous acclimaté à l'idée que vous alliez en faire un livre? Alors, d'abord, je m'étais acclimatée depuis très jeune à l'idée que j'allais un jour écrire un roman graphique. Je ne sais pas bien pourquoi, mais avec d'autres sujets en tête à l'époque, bien sûr, mais ça a commencé vers peut-être 10-12 ans, cette idée. Je ne m'a jamais trop lâché.
Et effectivement, quand j'ai lu les mémoires de Pierre de Nolac, il faut savoir que Pierre de Nolac, il est conservateur, mais il est poète, un aspect qu'on déroule moins dans le château de mon père. Et il a cette écriture très agréable et très imagée. Et quand j'ai lu ses mémoires, ce qui m'a passionné, c'est de voir tout ce qui résonnait encore aujourd'hui dans ce qu'il racontait. Les problèmes avec le ministère, les batailles avec les architectes, cette idée de devoir faire des expositions. Et puis surtout, ce qui m'a étonné, c'est de me dire ah, mais à une époque, plus personne ne venait à Versailles. Alors que moi, quand j'ai lu les mémoires de Pierre de Nolac, j'y allais tous les jours. Et tous les jours, je voyais ces touristes ces franciliens qui venaient visiter comme ça le château. Et là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et par contre, je crois, quand j'ai refermé les mémoires, j'ai mis l'idée de côté. Et il s'est passé encore quelques années avant que je me dise, allez, qu'à cela ne tienne, écris-le toi-même, monte une équipe et vas-y. Mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas facile en France quand on est jeune auteur comme moi et qu'on n'a aucune, au départ, crédibilité pour se dire, bah, si je crois que je peux être scénariste. Et j'ai mis du temps à me faire à cette idée, à tel point qu'à Angoulême, quand j'avais le badge auteur, mais que le Château de mon père n'était pas encore sorti, je le planquais en fait, parce que je le sentais qu'au moment de passer les barrières, parce que je ne me sentais pas encore cette légitimité d'autrice, en l'occurrence, que maintenant je commence à accepter. Alors, qu'est-ce qui démarre? Est-ce que c'est l'histoire qui démarre? Est-ce que c'est le texte qui inspire l'image ou est-ce que c'est l'image qui inspire le texte? Comment ça s'est passé? C'est quand même le texte de Pierre qui est imagé et qui suscite, je trouve, l'envie de le dessiner, en tout cas de le faire dessiner. Et puis surtout, moi, ce qui a été mon moteur, c'est cette envie de le dire à tout le monde. De dire, en fait, vous ne savez pas, mais Versailles n'a pas été que le Versailles de Louis XIV, ni que celui de la Révolution française ou celui de Marie-Antoinette. Il n'est pas non plus que celui qu'on connaît aujourd'hui quand on y va, au moins une fois dans sa vie, quand on a la chance de pouvoir le faire, le visiter. Il a été aussi ça. Et c'est vraiment cette envie de raconter cette histoire méconnue dans une époque qui est très attrayante, la belle époque, avec l'invention de la voiture, avec l'arrivée du téléphone. Aujourd'hui, le smartphone, alors ça c'est mon métier dans le domaine du numérique, mais on vit tous très accrochés à notre smartphone. Bah, finalement, on est les héritiers directs de cette invention du téléphone à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et d'avoir ce texte de Pierre de Nolac, bah, c'était tout trouvé de pouvoir le faire dessiner, en tout cas le proposer en scénario pour qu'un dessinateur s'en empare. Et ce qui est formidable, c'est qu'Alexis a su s'en emparer sans bien connaître Versailles au départ. Alexis, quel a été le premier document que Maïté vous a fait passer? J'imagine ses mémoires, justement? Non, je n'ai pas lu ses mémoires à Nolac. J'ai fait entièrement confiance à Maïté pour transcrire tout ça. Non, je me suis documenté sur le personnage, sur son histoire. On a rencontré même des descendants de la famille Nolac. Le premier document, qu'est-ce que c'était? C'était le synopsis avec les photos. Des photos, ouais, un synopsis, quelques photos. Et moi, je croyais, avant même en fait, que Maïté me contacte, on m'avait prévenu que Maïté devait me contacter pour me proposer un projet sur Versailles, mais je n'avais pas la teneur du projet. Et donc, je pensais, moi, que c'était sur le Roi Soleil ou Marie-Antoinette, enfin bon, bref. Et c'est pas du tout ma tasse de thé, ça. Donc, c'est vrai que j'étais prêt à refuser d'emblée parce que je pensais que ça allait traiter de ça. C'est pour ça qu'elle vous a trouvé pas très aimable, en fait. C'est parce que vous lui avez parlé comme un vendeur d'encyclopédie, en fait, un peu, c'est ça? Oui, voilà. Non, mais je m'attendais vraiment, oui, à quelque chose de très, de très encyclopédique. Et quand Maïté m'a proposé ce projet, avec toute la teneur du personnage et donc ce monsieur qui a œuvré dans l'ombre, moi je ne connaissais pas du tout son histoire avant que Maïté m'en parle. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Oui, non, ça m'a intéressé, ça m'a plu. Et l'idée, moi, c'était de pouvoir proposer aussi proposer un angle, en fait, si vous voulez, à un lectorat qui puisse être comme moi,
pas forcément attiré par Versailles, pas féru de Versailles. Je connais l'histoire de Versailles, mais dans les grandes lignes. L'idée, c'était d'attirer un public un peu comme moi, quoi. Voilà. Qui ne serait pas forcément allé vers ce type d'ouvrage-là au départ. Oui, et puis qui ne serait pas attiré par le côté un peu gros gâteau trop sucré qu'on présente souvent. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qui m'a l'italien. plu ouais, dans ce projet au départ. Oui, cet angle très différent de ce qu'on peut rencontrer d'habitude sur le sujet. Très actuel, en fait, comme le disait Maïté, c'est vrai qu'on retrouve un quotidien de quelqu'un qui essaye de faire connaître, enfin, qui a une démarche à la fois de restauration. Et on pourrait parler, Maïté, de la notion de restauration, parce que c'est une notion qui nous paraît évidente aujourd'hui, mais qui n'est pas, c'est pas très simple, en fait, ce mot selon les époques, il me semble. Ce qui me reste de ma culture d'histoire de l'art. Non, ouais, c'est pas encore très évident ce mot. Les conservateurs en parlent évidemment bien mieux que moi, et les conservateurs du château, et bien sûr les restaurateurs. Hein, le château emploie de nombreux restaurateurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin du 19e, Versailles n'est pas encore classé au patrimoine. Louis-Philippe a beaucoup d'arrangements personnels. Il n'y a, a pas encore l'envie de garder intact quelque chose. Il a reformé le château à son image un peu, enfin, à certains endroits. Oui, et d'ailleurs, Louis-Philippe est passé par là hein, au début du 19e siècle. On a fait un musée déjà, au lieu à transformer le château en musée, a pour ça détruit beaucoup d'appartements Ancien Régime. Et Pierre de Nolac a vraiment cette ambition d'en refaire un château. Alors, il ne va pas avoir assez un peu plus de 30 ans pour le faire. Hein. Il faut aussi rendre ça aussi aux conservateurs qui lui ont succédé. Et aujourd'hui, les conservateurs du château de Versailles disent qu'ils travaillent encore dans cet esprit Pierre de Nolac, qui voulait qu'on redonne vie au château, on redonne à la chambre de la reine un aspect de chambre de la reine, etc. D'ailleurs, moi, j'avais fait un peu exprès au scénario de proposer une image, en tout cas un dessin à Alexis de la chambre de la reine telle qu'elle était à l'époque, parce qu'il y a un bureau, un fauteuil, et elle ne ressemble pas du tout à la chambre de la reine de Versailles aujourd'hui, qui est photographiée chaque année des millions de fois hors crise sanitaire. Alors ça, vous le faites relever par une visiteuse, hein, une impératrice allemande qui remarque que les appartements de la reine n'ont rien à voir avec ce qu'on en imaginait. Ça fait partie des subterfuges que vous avez pour donner du relief, pour donner des contrepoints. En ce qui concerne l'écriture, et on va revenir après à votre manière de travailler ensemble et au choix, au parti pris d'Alexis, mais comment vous avez construit, d'abord, ce n'est pas un roman, c'est un roman graphique, donc il y a des éléments particuliers. Vous avez une plus grande liberté de représentation, mais un peu moins aussi en termes d'expression. Il faut être plus précis. Et puis c'était une première pour vous, comment l'avez-vous imaginé avec votre co-auteur Jean-Baptiste? Alors d'abord, moi j'avais très envie aussi de parler de l'époque en fait. Donc je me suis immergée dans l'époque pendant l'écriture. 1887, c'est le début, Pierre de Nolac de Versailles. 1887, il arrive et il en repart en 1920. Et donc, on est comme ça dans cette époque où la Troisième République est implantée, mais encore assez fraîchement. On est dans cette époque où on construit la Tour Eiffel, dans cette époque où l'état diplomatique de l'Europe est encore très en jeu. Et puis, on sait après que viendra la Première Guerre mondiale. Et alors, du coup, moi, je suis allée voir tout ce que je pouvais voir de théâtre, d'exposition. Je suis allée voir une exposition sur Oscar Wilde, je suis allée voir Feydeau au théâtre. J'ai essayé comme ça de m'immerger dans cette époque. J'ai lu les mémoires de Bonnie de Castellane qu'on rencontre dans le château de mon père et qui est un dandy de l'époque. Je suis allée aussi dans les archives, on est allé avec Jean-Baptiste dans les archives du International New York Times que James Gordon Bennett lance la première édition en octobre 87, le mois où Pierre de Nolac arrive avec Femme et Enfants à Versailles.
Et ça, c'est ça qui m'a permis de construire et qui nous a permis de construire le récit et de trouver, comme vous dites, ces subterfuges pour en fait faire de Versailles le personnage principal à travers Pierre de Nolac, lui-même vu aussi à travers sa famille, le tout dans une époque. En fait, ça a été comme ça un jeu de différentes enveloppes, je dirais. Une galerie des glaces, un peu. Comment? Une galerie des glaces, un peu, non? Oui, un peu Galerie des Glaces, ouais. Un peu de superposition. Versailles, le palais de Versailles lui-même est une superposition des époques. En fait, quand vous voyez Versailles aujourd'hui, il y a des architectures qui datent de Louis XIV, puis de Louis XV, puis de Louis XVI. Et on a fonctionné un petit peu comme ça aussi, par enveloppe, par enveloppe. D'ailleurs, on dit des enveloppes architecturales, donc ça se rejoint bien. Ça fonctionne alors. Alexis, vous avez eu la mission de représenter, de mettre en vie, de mettre en scène avec non pas une plume, non pas un stylo, non pas un dessin, mais avec de la gouache. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce parti pris dont je parle depuis tout à l'heure? C'était pas le parti pris du tout début d'ailleurs. C'est la première planche que j'ai faite en test pour la boîte à bulles et le château de Versailles, et pour Mété et Jean-Baptiste, elle était faite à l'encre de Chine au format A3. Et au départ, je comptais faire tout l'album de cette manière-là. Et je me suis vite aperçu que je mettrais beaucoup plus de temps. Je n'avais pas l'expérience d'avoir fait un album déjà, donc j'avais difficilement une idée de l'évaluation du temps que j'allais pouvoir mettre. Et je me suis vraiment aperçu très vite que ça allait être un peu galère pour tenir les délais. Donc, très vite, j'ai décidé de m'orienter sur un autre médium qui me permette d'aller beaucoup plus vite. Le problème de l'encre de Chine, c'est qu'il y a le temps de séchage, parce qu'on utilise beaucoup d'eau, etc. Enfin, surtout que je l'utilisais en forme de la vie. L'intérêt de la gouache, c'est que ça sèche très vite. On utilise finalement peu d'eau. Et on peut retoucher. Je pouvais retoucher directement les planches sans avoir à refaire toutes les cases ou tout un tas de choses. Donc, c'était un choix au départ plus technique, plus pour tenir les délais. Et finalement, c'est un médium qui me convient vraiment très bien. D'ailleurs, je bosse sur un nouveau projet et je continue avec la gouache. Parce qu'au final, qu'est-ce qui vous plaît dans ce matériau? En fait, je suis plus peintre que dessinateur. Enfin, je trouve avec le temps que je suis plus peintre que dessinateur. Et ça me convient bien parce que j'utilise un pinceau et puis une peinture assez épaisse finalement, comme la gouache. Non, et puis ça donne ce ton, c'est vrai, sur les planches qu'on trouve peut-être moins souvent en bande dessinée, un peu impressionniste, un peu flou comme ça, mais plus porté sur l'ambiance finalement. Enfin, flou, c'est vrai, il y a quelque chose, voilà, au contraire, oui, impressionniste, c'est-à-dire qui vraiment donne un point de vue très profond sur les détails. Mais vos personnages, quand on les croise, enfin, quand on les croise la première fois, après on s'y habitue, mais on se dit, mais qu'en fait, ils sortent d'une toile. Ce sont vraiment, je me suis demandé si vous ne vous étiez pas inspiré de portraits trouvés au Louvre. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui très de l'art, en fait, vraiment de très artistique. Alors ça, je ne sais pas pourquoi on voit cette... Mais, où ça? Voilà, ben ça c'est un tableau de Pierre de Nolac dans son bureau qui m'a servi aussi pour son bureau et pour cette approche aussi par rapport à la gouache. Il y a un peu de documentation iconographique alors. Pardon? Vous aviez un petit peu d'iconographie alors. Oui, oui. Et puis toute la documentation que j'avais photographique de l'époque, donc c'était du noir et blanc avec des lentilles de l'époque, donc très flou, très
voyez, les photos de 1900, c'est dans les tons un peu sépia. Et j'étais aussi fortement influencé par ça dans le travail pour Versailles. C'est votre première bande dessinée. Quelles ont été les difficultés que vous n'attendiez pas? Je vous poserai la même question, Maïté, que vous avez surmontées. Quels étaient les points les points nodaux sur lesquels vous pensiez à choper et qui finalement se sont retrouvés résolus? Enfin, qu'est-ce que vous avez appris, vous, de cette expérience dans le métier de dessinateur BD? Ma capacité à rebondir et à m'adapter, en fait. Tenir les délais qui n'étaient pas évidents au départ. Surtout qu'ils ont été raccourcis parce que quand l'album est sorti, on n'avait pas une date très précise au départ, mais le château de Versailles, indépendamment de la BD, commençait à mettre au point, à organiser une exposition. Ça m'a été peut-être mieux en parler que moi. Versailles Revival, et qui correspondait à la même période que le château de mon père. Donc, le château de Versailles nous a proposé en fait d'insérer le livre en fait à l'exposition. Donc, il fallait pour ça que le livre puisse sortir pour l'exposition, l'inauguration. Voilà, donc on nous a demandé en fait si on pouvait tenir les délais. Et c'est vrai que ça nous semblait intéressant pour la sortie du bouquin. En plus pour un premier bouquin. Donc on a dit oui, même si c'était un peu court. Et d'où en fait le fait que Stéphane Le Mardelet, donc, qui a fait la moitié du storyboard, intervienne en cours de projet, parce que j'étais vraiment dans les choux. Donc notre éditeur Vincent de la boîte à bulles m'avait proposé en fait une aide, mais il ne savait pas trop comment la proposer, enfin quelqu'un qui puisse m'aider sur les planches. J'avais dit non au départ, et le temps passant, voyant que le temps rétrécissait grandement, il est revenu vers moi et en me redemandant, et cette fois j'ai accepté. Donc il m'a proposé 2-3 illustrateurs, je crois, dont Stéphane. Et j'ai choisi Stéphane par rapport à un bouquin qu'il avait sorti déjà très récemment sur la vie paysanne. J'ai plus le titre en tête, la vie paysanne au Québec. Oui. Qui était sa première expérience de BD. Oui, voilà. Et donc voilà, donc Stéphane a commencé à attaquer le storyboard à 1 mois et demi avant la fin de l'échéance. Le fait qu'il ait une patte cinématographique et cette expérience-là, est-ce que c'était un atout sur lequel vous vouliez compter, ou est-ce que c'est simplement parce que vous aviez aimé son travail de BDaste? Qu'est-ce que ça apporte, un regard cinématographique? Moi, je ne savais pas qu'il avait travaillé dans le cinéma avant. Je n'ai pas eu le temps en fait, de me renseigner sur lui, je ne le connaissais pas. C'est Vincent vraiment qui m'a proposé qui m'a proposé le personnage. Il m'avait proposé quelques visuels. Donc, moi, je l'ai fait vraiment par rapport à ce qu'il avait fait pour sa bande dessinée. Mais oui, je trouvais qu'il avait un cadrage très cinématographique déjà. Et c'est pour ça. Et ça ne m'a pas étonné après, apprenant qu'il avait travaillé pour le cinéma. D'accord. Donc, ça a été un plus dans votre fonctionnement, en fait, ça. Oui, tout à fait. Maïté, ça a été un travail, comme vient de le dire Alexis, un peu speed, non? Ça a été un peu speed, d'autant que, comme vous l'aurez compris, j'ai un autre métier à temps plein à côté. Donc, ça a été beaucoup les soirs et beaucoup les week-ends. Ce qui fait aussi que ça a été long pour Jean-Baptiste et moi, puisqu'on a tous les deux un métier à temps plein, d'écrire ce scénario. Moi, j'avais une grande hantise pendant l'écriture, c'est que les choses soient téléphonées. C'était ça, moi, mon angoisse d'autrice, de scénariste.
C'était de me dire, oh, si je dis ça à ce moment-là, est-ce que le lecteur va savoir tout ce qui se passe après? Donc ça a été une vraie angoisse que bon, j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure. Et ce que j'ai découvert beaucoup pour ce premier album, c'est l'importance du dialogue avec Alexis. Alors moi, je vis à Paris, Alexis vivait à ce moment-là à Bordeaux, et on a eu besoin tous les deux de nouer cette relation. Alors ce qu'on faisait, c'est que moi, je prenais le train très tôt pour aller à Bordeaux. J'arrivais vers 11 heures. Et on se quittait souvent vers 17-18 heures et je rentrais à Paris. Donc, je venais juste passer la journée. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'on était dans l'atelier d'Alexis, sur les planches. Pas du tout. On restait au café toute la journée. Je pense qu'on passait 6 heures, 7 heures, 8 heures parfois au café. À parler du projet, mais pas que. À parler aussi voilà, de nos vies. Et on a eu besoin, je pense, enfin Alexis, je te laisserai peut-être, je sais pas, compléter, mais on a eu besoin de créer une certaine intimité d'auteur, quoi, si je peux le dire comme ça. Et je crois que c'est ça qui nous a amenés tous les deux à affiner le sujet. En fait, Alexis est venu aussi ajouter parfois des temps suspendus via le dessin que moi, je n'avais pas forcément prévu au scénario, ou parfois il me disait là, j'ai pas compris ça, et puis on rediscutait, on a débattu même parfois, et on a vraiment affiné tous les deux le projet de départ. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fait, quand Alexis m'envoyait les crayonnés, donc il avait reçu un scénario assez découpé où je faisais case par case les dialogues, beaucoup d'illustrations pour essayer voilà, de lui faciliter le travail sur la documentation. Je ne revenais quasiment jamais au scénario. C'est-à-dire que je recevais les crayonnés et en fait, ce que je voyais me plaisait, ou alors s'il y avait des petites choses, parfois on en discutait, mais jamais j'ai eu besoin de me dire, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais écrit. Ou... Non, en fait, on retravaillait après le crayonné sans revenir au scénario, sauf s'il y avait eu une vraie incompréhension, ça peut arriver. Ou parfois notre éditeur nous disait, me disait même notamment à moi, oula, tu mets trop de choses dans une case, ça c'est au moins 3 cases. Il y a aussi notre éditeur qui a eu ce travail, Vincent Henry, qui a eu ce vrai travail d'accompagnement, tel qu'un éditeur de BD le fait. Et ça a été précieux. Mais voilà, moi j'ai découvert ce besoin de se lier quand même. Enfin, je ne sais pas si les prochaines collaborations seront pareilles, mais en tout cas, j'ai découvert ce besoin de se lier. Et voilà, aujourd'hui, on s'est vu avec Alexis, on a passé 1h30 au téléphone. Parce voilà, il y a ce besoin de se parler de temps en temps. Parfois, il se passait parfois 2 mois sans qu'on se parle. Alexis n'est pas très téléphone, il faut dire, ça vous l'aurez compris aussi. Mais voilà, moi, c'est vrai que... Il y a ces Zoom, par ailleurs. Donc, oui, finalement. Merci la crise sanitaire pour ça. Ça a fait qu'Alexis est devenu beaucoup plus Zoom et téléphone. Non, mais il y a eu besoin de se voir quand même, mais encore une fois, pas se voir au-dessus d'une table de travail, mais il y a eu besoin de se rencontrer. En fait, je crois que moi, j'ai découvert que c'était une vraie rencontre de travail, quoi. il y a une confiance professionnelle, j'ai l'impression aussi, qui est née assez naturellement entre vous. Oui, on était souvent d'accord, donc c'est vrai que c'est pratique. Enfin, je sais pas, Alexis, je te laisse. Si, oui, non, je suis d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ah, il faut tenir votre rôle de timide, Alexis. Mais ceci dit, c'est même moi, ça m'intimide un peu d'en parler parce que finalement, c'est ce qui se crée dans un duo d'auteurs et en fait, c'est pas si évident d'en parler devant tout le monde. Là, heureusement que je ne me rends pas compte qu'il y a d'autres gens derrière parce que c'est en fait assez intimidant. Oui, mais moi je suis très très contente, je jubile parce que effectivement c'est très difficile d'arriver à tirer les vers du nez des auteurs habituellement pour avoir vraiment l'idée du making-of et des coulisses dans ce qu'elles ont de plus spontané et vous nous en faites part, on est très très heureux parce que je pense que pour le prochain vous le direz moins. Mais donc je vous ai entendu dire un prochain, ça veut dire que vous êtes piqué, ça y est, à l'écriture de BD? Ah oui, moi je suis piquée, je réfléchis un petit peu aux modalités parce qu'encore une fois, au Louvre, j'ai certaines responsabilités, j'ai une équipe de 10 personnes voilà, avec qui on fait du bon boulot, donc ça reste quand même mon métier principal. Mais oui, je suis complètement
compliqué. On en parlait aujourd'hui avec Alexis de différents projets. Moi, j'ai très, très envie de recommencer. Et en fait, ça va faire quasiment un an que le château de mon père est sorti. On a envoyé à l'imprimeur le 1er novembre. Donc, voilà, c'est vous dire que… Et en fait, pendant un an, moi, j'ai eu besoin de me nourrir de plein de choses. En fait, j'ai jamais relu le château de mon père depuis qu'il est imprimé. J'arrive pas. Et j'ai eu surtout besoin de… J'ai écouté des podcasts. Là, je suis en ce moment dans Les damnés de la commune, une merveilleuse BD aussi de Raphaël Messan que je découvre en ce moment. J'ai besoin de beaucoup me nourrir de plein d'autres choses. Et là, je sens, ça y est, l'idée de se relancer sur un projet, voilà, ça revient de plus en plus. Donc, je pense que ça va… Mais vous n'avez pas relu Le Château de mon père parce que c'est quelque chose de terminé pour vous? D'abord parce que si je l'ouvre, j'ai peur de voir tout ce qui ne va pas et de voir tout ce qu'on aurait pu oublier. Donc, c'est un peu une épreuve de relire pour ça. Je l'ai quand même un peu… En fait, j'ai dû, contrainte et forcée, le relire un peu parce qu'on a sorti la version américaine fin septembre. Et il y a eu un travail de relecture de la version anglaise, du coup, il y a quelques mois. Et parfois, j'ai dû aller faire des comparatifs dans ce qu'on disait en français et ce qu'on disait en anglais. Donc, voilà, j'ai été obligée de le faire, mais je ne l'ai pas encore fait vraiment pour le plaisir de le faire. J'ai du mal à… De la même manière qu'on a du mal à s'entendre, vous voyez, ou à se regarder parfois. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous diriez que Pierre de Nolac, raconté quand même par son fils Henri dans votre livre, est-ce que vous diriez que c'était un précurseur ou quelqu'un de très… c'est un mot à la mode, de très innovant, quelqu'un qui a changé la façon dont on peut considérer le musée et sa place dans une société? Alors, je dirais oui sur la question du musée. Si on s'en tient à Pierre de Nolac, conservateur, je pense qu'effectivement, je ne sais pas s'il avait des grandes idées sur l'ensemble des musées, mais en tout cas, il a compris à Versailles que quelque chose était en train de se mourir et qu'il y avait tout pour le faire revivre. Hein, c'est vraiment cette résurrection. Il a aussi su employer la presse. Hein, on le voit bien à un moment donné quand il dit j'ai fait fuiter telle information. Il a aussi su comprendre la communication. Faut savoir aussi, il y a une planche qui a été supprimée parce que voilà, on a fait des coupes. Où à un moment, il dit oh là là, il y a les nouveaux guides conférenciers, puisque c'est le moment du développement du tourisme aussi. Hein. Il y a les premières agences de voyage qui se développent, les premiers guides qui assurent des visites. Oui, le mécénat étranger qui arrive à Il y a le mécénat étranger. Voilà, il est visionnaire là-dessus. Après, ça a justement beaucoup fait partie de nos conversations au café avec Alexis. C'est un homme résolument dur aussi. C'est aussi un homme qui a des convictions pas très féministes, on le voit. Hein. En tout cas, peut-être un homme de son temps, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, et ça, c'est vraiment les descendants aussi hein, qui nous en ont fait part, hein, il ne veut pas aller au mariage d'une de ses filles parce qu'il n'accepte pas qu'elle se marie voilà, avec tel homme. Ça, c'est tout à fait véridique. Donc, on a du mal on n'a pas voulu en faire un héros d'ailleurs. Hein, et ça a été ça notre sujet de beaucoup de nos conversations. Et Alexis a très bien perçu, sans avoir même lu les mémoires, très vite, toute l'ambiguïté de ce personnage. Donc, visionnaire, oui. Visionnaire pour Versailles, oui. Visionnaire sur la culture de son temps, certainement. Visionnaire comme homme et père de famille, je ne sais pas. Ah non, manifestement non. Sa femme l'est davantage. Elle est plus moderne. Alexis, comment vous êtes-vous approprié ce personnage de Pierre de Nolac? Est-ce que vous aviez besoin qu'il vous soit sympathique pour l'accompagner, pour vous accompagner pendant 160 pages? Oui, mais ambigu, gauche. J'ai essayé de le rendre un peu maladroit, en fait, gauche, avec son corps, dans la gestuelle et dans son… Ça, je ne savais pas, en fait, comment il était. D'ailleurs, j'ai découvert des images de Pierre de Nolac filmées en visitant l'expo de Versailles Revival, mais je n'avais pas
Je n'avais pas vu ces images avant. Donc, je ne savais pas comment il bougeait. Et j'ai essayé de rendre ça sur les planches, lui donner une forme de maladresse. Moi, j'avais besoin de ces choses-là pour m'approprier le personnage. Il y a sûrement un peu de moi dans ce personnage aussi. Enfin, il y a un moment, Alexis, on le voit très bien. Il y a un moment juste quand cette dame vient le voir et lui dire « c'est madame, le bébé arrive », là, par exemple, là, c'est toi qui avais introduit cette case de fin de page où justement tu suspends un peu sa réaction et ce qui fait dire au lecteur « attends, mais il va quand même arrêter ce qu'il est en train de faire sur l'expo pour aller voir sa femme ou il va dire « oui, bah, j'arrive dans 5 minutes ». Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas mis au scénario. Moi, j'en avais fait quand même cet homme qui ah, bah, je vais être père de nouveau, ok, j'arrête l'expo et je cours. Et toi, Alexis, par exemple, tu as ajouté cette case qui rend le moment très fort, du coup. J'ai accentué, en fait, un certain décalage qu'il pouvait y avoir dans, normalement, ce qu'il aurait dû recevoir au niveau de ses sentiments et amoindrir un petit peu. En fait, le faire, alors, mon idée, c'était de le rendre légèrement autiste, comme un peu fermé en fait à sa vie de famille, à la vie réelle. Et donc, du coup, de le rendre très maladroit avec ses proches. Quoi. Ça marche, hein. C'est exactement comme ça qu'on le perçoit quand on vous lit. Hein. Oui. C'est fabuleux quand même de voir qu'avec des mots et des dessins, vous pouvez arriver à créer un monde qui soit complètement celui que vous souhaitiez transmettre dans la tête du lecteur. C'est quand même, le roman graphique est une expérience très, très merveilleuse de ce point de vue. Je crois que nous avons des questions, Nathalie. Je reviens. Alors, moi, je voulais juste m'excuser parce que j'ai fait un mix entre Le château de mon père et le sous-titre Versailles ressuscité. C'est pour ça que j'ai mixé. Je suis désolée. Avant qu'on fasse une question, je voudrais montrer un document pour montrer le travail d'Alexis parce que celui-là, je trouve ça exceptionnel. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, moi, je le vois à gauche, c'est la photo. À droite, c'est le dessin d'Alexis. Tout le monde voit ou pas? Je ne sais pas si. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que ça, c'est vraiment le travail phénoménal d'Alexis. Je la trouve géniale, cette planche. Donc voilà, je voulais juste montrer ça. Alors, effectivement, il y a des questions. Et il y a une question qui m'a fait plaisir parce que j'ai posé la même question ce matin à Maïté. C'est Charlotte qui la pose. Pouvez-vous nous expliquer la différence ou la subtilité entre une BD et un roman graphique? Alors, oui, elle est ténue, mais pour moi, en tout cas, elle est présente. D'abord, je trouve que le roman graphique laisse une liberté narrative beaucoup plus grande, tant en termes de scénario que de dessin. Par exemple, dans un roman graphique, on peut se dire que tout d'un coup, une page est une lettre. C'est ce qui se passe à un moment donné dans le château de mon père, ou tout d'un coup, on prend une double page pour s'exprimer. On aurait voulu le faire et malheureusement, là aussi, il a bien fallu faire des choix dans les scènes. Mais c'est des choses qu'on aurait voulu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les classiques de la bande dessinée, notamment la bande dessinée franco-belge. On peut quand même, pour ceux qui nous regardent, celui qu'on dit un peu le père du roman graphique, c'est Art Spiegelman, qui a publié Maus dans les années 80 sur l'histoire de ses parents dans les camps de concentration. Et un peu plus proche de nous, il y a Marjane Satrapi et Persepolis hein, qui a aussi comme ça renouvelé le genre du roman graphique. Et il y a aussi bien sûr Emmanuel Guibert hein, qui a eu le Grand Prix d'Angoulême cette année. Emmanuel Guibert, quand il fait La Guerre d'Alan, on parle de roman graphique, on n'est pas sur une cinquantaine de planches, on est sur beaucoup plus, on est même plus parfois dans des vignettes ni dans des cases. Si on compare par exemple à La fille du professeur, qui est une de ses premières bandes dessinées avec Johann Spar, là vous retrouvez le format, les codes de la BD franco-belge. Voilà un petit peu moi comment je situerais la différence. C'est une plus grande liberté narrative tant au scénario qu'au dessin. Parfait. Marc a une question pour Alexis. Alexis, qu'avez-vous découvert en dessinant Versailles? Versailles. Oui,
j'étais allé à Versailles, je l'avais visité quand j'étais gamin avec mes parents, donc il y a très très longtemps. J'ai redécouvert Versailles avec Maïté en revisitant et en découvrant tout. Non, j'ai tout découvert Versailles quand j'ai fait ce projet. Et il n'est pas venu dans le making-of, Karine, il n'est pas venu tant que ça aussi. On a l'impression qu'il a passé des semaines et des semaines. Je crois que tu as passé ta première nuit à Versailles pour les Journées du patrimoine en septembre, mais sinon, tu es venu très peu de fois quand même. Et c'est vrai que ça laisse rêveur quand on pense que tu as passé plusieurs années à dessiner Versailles. C'est vrai, c'est spectaculaire. Mais vous aussi, il y a quelque chose de très qui rend vraiment vivant l'histoire de cet homme, de sa famille, parce que c'est aussi une famille. C'est pas seulement suivre l'histoire de Versailles. Vous avez vraiment fait la part de l'espace personnel, les enfants qui grandissent, le couple. Il y a tout ça et par petites touches et tout y est. C'est vraiment 30 ans, 40. Après, ouais. Moi, je me suis beaucoup, évidemment, le lecteur a plus de mal à le percevoir, mais il y a beaucoup d'anecdotes dans le château de mon père qui sont en fait des histoires vraies de collègues de Versailles. Moi, j'y étais dans un certain quotidien, même si j'ai toujours habité à Paris. Par exemple, il y a vraiment l'enfant d'une collègue qui pensait que Versailles était au pôle Nord. Il y a un conservateur qui se reconnaîtra, qui m'a dit un 3 janvier à la rentrée, qui m'a dit vous savez pas ce que j'ai fait Maïté le 31 décembre. Ben non, je pensais qu'il allait me parler d'une fête. Il m'a dit je suis allé voir la pendule de passement passer au 1er janvier. Et ce jour-là, ça fait 2 mois que je ne savais pas comment finir mon chapitre 2. Et ce jour-là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Et le coup des clés aussi, quand on voit ce gros plan sur les clés, le trousseau de clés de Gênes, bah ça, moi, ça a été mon quotidien d'avoir comme ça ce trousseau de clés pour aller organiser un tournage ou je ne sais quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance aussi de connaître ce quotidien à Versailles et de le partager en plus. Et ça, c'est petit clin d'œil et petit hommage à tous mes collègues là-bas qui sont encore ou qui ont été à ce moment-là parce que c'est aussi une vie de château, en fait, hein, pour qu'on surveille une salle, qu'on soit conservateur, qu'on soit chef de projet numérique. On partage tous ce patrimoine et en tout cas, on travaille pour le rendre accessible. Mais quels ont été leurs retours, justement, y compris du château de Versailles, enfin des personnes avec qui vous avez conclu un accord de partenariat jusqu'à vos collègues? Bah, je crois que, en tout cas, moi, j'ai eu des bons retours et j'ai eu des bons retours sincères. En fait, moi, évidemment, il n'était pas question d'avoir des bons retours parce qu'on s'entend bien et moi, j'ai gardé des liens assez forts avec beaucoup de gens là-bas. Mais là où je suis contente, c'est que j'ai eu ce sentiment. J'ai une collègue qui m'a dit c'est génial et c'est pas parce que c'est toi qui l'as fait. Et ça, c'était voilà, un des plus beaux compliments. Et le fait que, comme le rappelait Alexis, qui nous ait proposé qu'ils aient joué ce jeu d'associer le château de mon père à cette exposition Versailles Revival qui mettait ce Versailles méconnu à l'honneur, voilà, montre que, en tout cas, le château de mon père était à la hauteur de Versailles. Ça a pu être aussi une de mes angoisses aussi, parce que finalement, s'attaquer à Versailles pour un premier projet, c'était peut-être pas si évident, ni pour Alexis, ni pour moi. Heureusement, on n'en avait pas trop conscience, parce que je vous dis, moi, c'était mon lieu de travail quotidien. Donc, mais les retours ont été très bons. Alors, je ne vous parle même pas de jeune garçon qui maintenant est un adolescent et qui avait pensé que le château de Versailles était au pôle Nord. Très mignon. Est-ce que vous allez vous attaquer au Louvre maintenant? Alors, non, parce que d'abord, je ne sais pas si j'ai envie de faire que des projets en lien avec des musées. Et puis, surtout, le Louvre a une politique très, très active. Depuis 15 ans, il fête cette année les 15 ans du partenariat avec Futuropolis. Depuis, ils ont aussi développé d'autres projets avec d'autres grands éditeurs comme Delcourt ou d'autres. Et le Louvre, surtout, ils ont invité des auteurs magnifiques hein, chaque année à faire une BD. Voilà. Je ne sais pas si pour l'instant. Ne vous dénigrez pas, vous êtes des grands auteurs non, aussi. Non, je ne me dénigre pas, mais j'ai conscience quand même, le Louvre, je peux vous dire que j'ai découvert en arrivant au Louvre que finalement, c'était 3 fois ou 4 fois Versailles en termes d'espace de musée. Il y a 1000 personnes qui travaillent à Versailles, il y en a 2300 qui travaillent au Louvre.
Donc peut-être un jour, mais le Louvre, ce ne sera pas forcément pour tout de suite. J'ai aussi des envies de sortir un peu la tête des musées. J'y passe déjà beaucoup de temps. L'histoire, non? Comment? Peut-être pas de l'histoire. On vous sent Eh ben quand même. voilà, exactement, vous avez tout à fait bien compris. Ce qui est vrai, c'est que mes prochains projets sont sans doute historiques. Je ne sors pas de l'histoire, mais sans doute un peu des musées, et encore que je pense qu'on y retrouvera des clins d'œil et des liens. Alors moi, Karine, je n'ai plus de questions. Je sais pas si... 19e, je donne des clés. Elle est 19e, 20e. Elle nous a parlé tout à l'heure de la commune, guerre de 70. On pourrait imaginer que ça se passerait par là. Donc, je laisse les lecteurs faire leur chemin. On pourrait sortir de France aussi. Ah, on pourrait sortir de France aussi. Oui, oui, on pourrait. Mais enfin, sur les époques, là, vous restez quand même dans les endroits que vous connaissez et que vous aimez. Oui, j'ai un peu envie de continuer à creuser, mais d'autres points de vue et de décentrer un peu les choses aussi, d'où cette idée aussi de sortir peut-être de France. Ah, mais on est sûr que vous allez faire quelque chose de formidable. On est C'est le gentil. premier que vous avez fait, je vous félicite tous les deux, mais je vous félicite tous les quatre, est vraiment une grande réussite. Et ça a été pour lecteur.com, c'était une évidence, en tout cas, et une grande joie que ce prix soit remis à ce livre-là. On en a beaucoup parlé avec un enthousiasme débordant. Enfin, on a beaucoup, beaucoup parlé de votre livre, de votre façon de travailler qui est remarquable. C'est vraiment un travail absolument remarquable. Et comme le disait Alexis, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez su trouver une actualité ou quelque chose qui ressemble à nos modes de vie d'aujourd'hui pour nous emmener dans l'histoire. Et ça, si je puis me permettre, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Merci beaucoup. Peut-être, Alexis, on avait aussi peut-être envie de partager, de remercier toute la communauté lecteur.com, tous les lecteurs, et puis bien sûr le choix de nous attribuer ce prix. Je pense qu'on a rarement eu des joies aussi grandes en tant qu'auteur. Le jour où on a appris que voilà, vous aviez choisi le Château de mon père, c'est une super reconnaissance pour nous quatre, pour le projet. Voilà, mais un grand merci parce qu'on a été très, très, vraiment, en tout cas pour ma part, une joie profonde quand on a appris que voilà, vous aviez décerné ce beau premier prix. Je crois que la vie de ce livre a été pavée de roses, de pétales en tout cas. On a eu des bonnes fées, on a eu beaucoup de bonnes fées, beaucoup de gens qui ont relu. Je crois que ça se voit dans les remerciements qui sont assez larges. Et le dossier aussi, c'était intéressant de le poster. Et comme le montrait Nathalie tout à l'heure, c'était intéressant de voir, Alexis, le travail que vous faites. C'est la juxtaposition de la photo de la Galerie des Glaces et de votre travail montre à quel point voilà, vous êtes un grand artiste, en effet. Et la photo de la BNF, je tenais à dire que c'était une photo de la BNF parce que du coup c'est coupé, mais c'est une photo de la Bibliothèque nationale de France. Et chapeau aussi aux équipes de Gallica qui travaillent pour nous mettre à disposition toutes ces archives. On est beaucoup allé, je suis beaucoup allé sur Gallica, donc juste petit crédit parce que c'est important de le dire. Pardon, Alexis. Non, Je viens de lui dire qu'il était formidable, c'est pas très facile de rebondir derrière. Hein. Il va. Je viens de vous dire que vous étiez formidable, c'est pas très facile de rebondir derrière. Oui, merci beaucoup. En tout cas, le livre Le Château de mon père est toujours en librairie. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les librairies qui font le clic et retrait. Je le dis comme ça. C'est sur la carte disponible sur le site de notre partenaire lecteur.com. Donc, c'est aux éditions La Boîte à Bulles. On va remercier donc Alors, le prix était organisé par lecteur.com et aussi en partenariat avec le CNL. Très important. Oui, merci Karine de montrer le visuel. On remercie aussi la Fondation Orange qui était aussi partenaire ce soir. Merci Karine d'avoir si bien animé cette rencontre. Merci beaucoup Maïté d'avoir été avec nous. L'occasion de parler avec des auteurs, des jeunes auteurs, mais qui ont fourni un travail vraiment remarquable. Des auteurs heureux et souriants, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on se retrouvera donc lundi à 19h. On repart dans le roman où nous recevrons Cyril Massarotto qui a sorti un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Les Dédicaces. Je vous laisse juste le mot de la fin. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'aller acheter Le Château de mon père en librairie. Je vous laisse le mot de la fin. Pardon, c'était juste pour dire que ça, c'est un cadeau de Noël. Oui, c'est bien ça, ouais. Est-ce que vous avez ajouté un petit bonjour à la famille, Maïté, Alexis, non ?
Non, je crois que je leur ai pas dit que je leur montrerai le replay. Non, bah merci surtout, vraiment un coucou aux lecteurs surtout et à la communauté de lecteurs.com. Et ça, on l'a fait pour que ce soit lu, donc surtout un coucou aux lecteurs. Enfin, pour ma part, en tout cas. Alexis, Oui. le mot de la fin vous appartient? Pardon? Le mot de la fin vous appartient. Merci à vous de nous avoir reçus pour cette émission et merci pour le prix. Merci à lecteur.com. Pensez à arroser votre plante derrière vous quand même. Oui. Pardon? Pensez à arroser votre plante derrière vous. Oui, elle a un petit coup de. Oui, oui, j'y penserai. J'y Merci. verrai la prochaine fois que je passerai voir Alexis, j'arroserai Karine. D'accord, oui, il va falloir aider un peu. Bonne Merci. soirée à tous et le cadeau de Noël, le château de mon père, tu as raison Karine, c'est un beau cadeau, très beau cadeau à faire. Bonne soirée à tout le monde et à très vite. Karine, à très bientôt.